Mots parleurs, saison 2, épisode 8. Nous sommes à l'hôpital du CHU Kremlin-Bicêtre, 3e étage, secteur pédiatrie, dans le service la médecine des adolescents. Dans cet épisode, vous entendrez Apolline, Maya et Linda. elles se sont réunies au printemps 2024 lors de plusieurs ateliers animés par Margot Madec, afin de lire et commenter des extraits du livre Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. paru aux éditions de l'Iconoclaste. Ensemble, ils et elles ont donné voix à cette œuvre. Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. Pour cette 2e saison, le projet Mots parleurs fait entendre des œuvres de littérature française en lien avec la question du corps, thématique inspirante des Nuits de la lecture 2024. Ce projet est une création originale du Centre national du livre en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, on va faire une première séance de lecture à voix haute. Je vais vous proposer des extraits à lire que j'ai présélectionnés. On peut refaire un petit tour de prénom. Donc, Margot, je suis comédienne et je suis venue ici pendant 6 semaines. Linda, auxiliaire puère. Maya, patiente. Apolline, patiente aussi. Et c'est aussi ma première séance de lecture à voix haute, qui a aussi été donc appelée en rescousse pour ce podcast. Merci. Et vous lisez, vous, dans la vie, par ailleurs? Moi, j'ai pas mal lu. Après, moi, en ce moment, c'est vrai. Mais oui, du coup, c'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup aimé, les livres. T'as quel âge? J'ai 14 ans, bientôt 15. Ok. Et toi, tu lis aussi? Oui, du coup, moi, je lis pas mal. Surtout ici, j'ai pas mal lu. J'ai pu reprendre la lecture. Et tu as quel âge? Moi, j'ai 17 ans, bientôt 18, demain. Demain? Oui. On souhaite pas en avance, mais le cœur y est. Merci. Ok. Et donc là, vous avez commencé à lire Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le tout début que tu as commencé à lire? Ah oui, Maya. moi j'ai vraiment commencé, c'est vraiment le tout début, Ouais. c'est vraiment hier soir, j'ai un peu lu. C'est bien. Mais déjà, le tout début, on est autour d'un mourant, Ouais, enfin exactement. d'un homme qui est en train de mourir, qui sent qu'il va partir. Et on est dans une abeille en Italie. Et donc on comprend que cet homme, il a envie de raconter son histoire. Et du coup, c'est un retour dans le passé, dans ses souvenirs. Et on comprend qu'il est italien et qu'il a vécu d'abord en France et après pendant la Première Guerre mondiale. Après la mort de son père pendant la Première Guerre mondiale, il a dû aller vivre en Italie chez son oncle qui est un sculpteur. Ouais. Et moi, je me suis arrêtée au moment où il arrive chez son oncle. Ok, super. Et son père, il était aussi sculpteur? Oui. Ok, très bien. Et toi, t'as vu Apolline lire un petit peu plus? Oui. Donc Ouais. moi, j'ai un peu plus avancé. Donc j'ai eu un peu plus la partie où il est chez son oncle et donc quand il grandit chez lui Ouais. et comment il vit cette expérience, on va dire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Sur toute cette partie, on peut voir que c'est un petit peu aussi difficile pour lui cette relation. Donc déjà, c'est pas son oncle de sang, on va dire, mais plus de cœur. Ouais. C'est plus, il a une dette envers sa famille. Donc d'un côté, son oncle n'a pas cette envie de s'occuper de lui, Voilà. comme si c'était son propre fils. Et c'est plus comme un fardeau. Ouais. Donc on le ressent assez dans le personnage, je trouve, au fil de la lecture, Et dans ses sentiments. Et pourquoi il a quoi comme particularité, ce personnage Mimo? On apprend qu'il est très petit, donc pour lui c'est aussi une difficulté puisque il reçoit beaucoup de reproches. Ouais. Où il supporte pas qu'on l'appelle le petit ou l'enfant.
Et donc après, on a un moment, il va déménager avec son oncle, et donc changer de village parce qu'il n'y a plus assez de travail, je pense, pour la sculpture dans le village où ils étaient précédemment. Et donc là-bas, il va rencontrer une autre jeune fille, Viola. Ouais. Et j'ai pu lire un tout petit peu sur leur histoire. Donc elle, on va dire surdouée, de ce que j'ai compris, elle est assez intelligente. Absolument. Mais donc on apprend que c'est assez dur pour elle aussi d'être une fille à cette époque où ses parents n'ont pas envie de l'éduquer. Et quand elle va donc le rencontrer, Mimo, lui qui connaît rien, il n'a jamais rien appris, elle va commencer à lui apprendre des choses et à lui prêter des livres. Et donc ils vont un peu se former une sorte d'amitié, même s'ils ont ce rang social qui les différencie. Donc elle est plutôt d'une famille assez aisée, même très aisée, je crois. Complètement noble. Et lui, il est totalement pauvre, il n'a pas vraiment d'argent. Et après, donc, je me suis arrêtée vers cette partie-là. Moi, je vous propose, si ça vous va, de commencer à lire un premier extrait. Alors, on va prendre la page 85. Est-ce que tu veux bien lire tout ce qui est narration, c'est-à-dire tout ce qu'on ne dirait pas? Et Linda, tu peux peut-être lire quand c'est Mimo qui parle. Et du coup, Apolline, lire quand c'est Viola qui parle. Ça vous va? On essaie ça? Je dormais à point fermé quand je perçus une présence. Ce parfum de fleurs d'oranger, juste un peu plus prégnant. Je grognais, mais la présence demeurait, insistante, et je me redressais sur un coude. La carte d'anniversaire gisait à terre, où je l'avais lâchée dans mon sommeil. Je pris soudain la mesure de ce que je venais de faire. Je m'étais endormie dans un lit appartenant au Orsini. Pourtant, ce n'était rien. Une peccadille, à côté de ce qui m'attendait quand je tournais la tête. « C'est donc toi que j'ai vu au cimetière hier ?» dit-elle en plissant les yeux. Les morts ne parlaient pas non plus, ou pas pour échanger des banalités. La conclusion s'imposait, ce n'était pas un spectre. La fille avait mon âge. Je ne savais pas si je devais implorer sa pitié pour m'être endormie sur son lit ou défaillir de soulagement. « Tu ne vas pas encore t'évanouir ? Tu m'as fait une de ces peurs hier. » Moi, je vous ai fait peur. J'ai cru que vous étiez morte. Elle me dévisagea comme si j'étais devenue fou. « J'ai l'air morte ? » Maintenant, non. C'est absurde de toute façon. Pourquoi craindre les morts ? Parce qu'ils sont morts. Tu crois que ce sont les morts qui font les guerres ? Qui s'embusquent au bord des chemins ? Qui te violent et te volent ? Les morts sont nos amis. Tu ferais mieux d'avoir peur des vivants. Je la dévisageai, bouche bée. Je n'avais jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Je n'avais d'ailleurs jamais discuté très longtemps avec une fille, à part ma mère, laquelle n'était pas vraiment une fille, mais ma mère. Il faut que je remonte sur le toit. Qu'est-ce que tu fais là, dans ma chambre, d'abord ? Comment tu es entrée ? Par la fenêtre ? Pourquoi ? J'ai essayé de voler. Ça n'a pas marché. Sa réaction me prit de court. Elle me sourit. Un sourire qui dura 30 ans, au coin duquel je me suspendis pour franchir bien des gouffres. La fille prit une orange dans le bol et me la tendit. Pour toi. Je n'avais pas mangé beaucoup d'oranges dans ma vie. Elle n'avait eu qu'à me regarder pour le comprendre. Au même moment, la porte s'ouvrit. Ma chérie, nous t'attendons pour... Ma première rencontre avec la marquise. Une femme grande, sèche, aux cheveux très noirs, relevés en un chignon strict. L'apparente austérité était démentie par la mèche qui s'en échappait et tombait sur son épaule, trop souple, trop brillante pour être un accident. La marquise me fixa, abasourdie par ma présence, par cet être couvert de ciment, de sueur et de chaud qui entachait sa demeure. Une goutte de sang perla de mon front, où j'avais heurté la façade, tomba avec une lenteur délibérée vers son parquet de bois sombre. « Qu'est-ce qu'il fait là, lui ?» ?»« Il vient du ciel, maman. Enfin, du toit. » La marquise tira sur un cordon qui pendait près d'un rideau. « Les ouvriers ne sont pas admis dans la maison, sauf à ceux qu'ils y travaillent. Il a de la chance d'avoir affaire à moi et pas à ton père. » Une boiserie s'ouvrit, une porte dissimulée, sur un domestique en livrée noire. La marquise fit un geste vers moi. « Ce jeune homme s'est égaré. Il travaille sur le toit. Voyez avec Silvio pour le reconduire. » Comme je passais devant elle, la marquise m'arracha l'orange des mains. « Et donne-moi ça, petit chapardeur.
tandis que la boiserie se refermait derrière nous et que nous replongions dans le labyrinthe qui cernait la villa. J'entendis la voix déjà lointaine de la marquise. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était que cette horrible petite créature? La remarque me blessa, évidemment. Ma mère m'avait toujours assuré que j'étais séduisant, que ma taille n'y changeait rien. Mais comme le disait autrefois une amie chère, personne n'écoute sa mère. Merci. C'était super. Super. Alors, ça fait quoi, cette première lecture à voix haute? C'est vrai que ça change de lire à voix haute parce que souvent, quand on lit, on a juste la petite voix dans notre tête qui est en train de lire. Et donc là, lire à voix haute, c'est un peu différent, mais peut-être plus d'émotion parfois dans la voix. Donc ça donne un peu plus vie à ce qu'on lit aussi, je trouve, personnellement. Ouais, surtout le fait de jouer en dialogue comme ça, et ça permet aussi de plus s'attarder sur le texte, puisque quand on lit, on a tendance à un peu aller vite. Mais là, c'est vraiment... Ouais, on se concentre sur le texte. Est-ce que vous avez des questions de vocabulaire ou d'enchaînement, des phrases qui n'auraient pas été comprises comme ça à la première lecture? Non, je crois pas. Si vous avez des conseils. Des conseils, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux comme conseil? Mais je sais pas, des conseils sur... je sais pas, pour avoir une voix plus posée. Avoir une voix plus posée. Moi, déjà, je trouve que tu es une super lectrice. Merci. Parce que c'est la première fois que je vous entends lire aussi, donc toutes les deux, je trouve que vous lisez très très bien. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. Non, je crois que le conseil le plus direct comme ça, c'est de ne pas hésiter à prendre son temps. Et vraiment, si on n'est pas contente de soi, on s'arrête, on prend le temps de respirer, et quand on est prête, on repart, on reprend un peu plus haut et puis on continue, quoi. Mais pas hésiter à faire ce petit blanc. On n'est pas pressé, on a le temps pour nous. On est là pour lire, c'est tout. Ok, merci. Okay. Est-ce que vous voulez lire un autre extrait? Oui. Ouais. Je pense que dans la suite, on peut continuer sur ces moments de rencontre entre les deux personnages. Et donc, en fait, c'est vraiment... On saute quelques paragraphes. Et page 89, donc là, Mimo, il est parti dans les coursives, là, avec les couloirs du personnel dans la villa. Et ensuite, à la fin de journée, ils vont se re-rencontrer avec Viola. Et je vous propose qu'on lise cet extrait, c'est donc page 89. Et je vous propose, si tu veux bien continuer à lire Viola, Maya, tu peux lire Mimo cette fois-ci. Et un petit peu de narration pour toi, Linda. D'accord, il n'y a pas de souci. Les joues rouges, des brindilles dans ses cheveux noirs. Elle semblait sortir de la forêt, qui commençait à quelques mètres à peine du mur arrière de la villa. Désolée, ma mère ne veut plus que je te parle. Une jeune fille bien élevée ne fréquente pas les ouvriers. Elle dit que j'ai eu de la chance de ne pas avoir été violée. Mais Nous ne sommes pas du même milieu social, tu comprends? Nous ne pouvons pas être amis. Point. Je comprends. Ce soir, 10h au cimetière. Hein? On se retrouve ce soir, à 10h, au cimetière, répéta-t-elle avec une patience exagérée. Mais je croyais que votre mère avait dit... Personne n'écoute sa mère. Elle partit en courant, s'arrêta soudain. Tu t'appelles comment? Mimo. Moi, c'est Viola. Plus qu'on lit, plus qu'on accentue et on s'applique, on la vit autrement la lecture. Ouais. C'est marrant. Ça prend du volume, Oui. du relief. On tente un autre? Ça vous dit? Ouais. Au cimetière, quand ils se retrouvent. Bah, tant qu'à faire. Page 92. Tu viens, oui ou non? Elle se dirigea vers la mausolée d'où je l'avais vue sortir la veille. Viola ne tenait jamais en place. Il en devenait presque difficile de l'observer, de la décrire. Elle était belle à sa façon, c'est-à-dire à l'opposé de la fille Giordano. Sa féminité n'était pas dans ses formes, mais dans l'austérité sensuelle de leur absence. Cette manière anguleuse de se mouvoir, comme si elle évitait en permanence d'invisibles obstacles
en jouant des coudes et des genoux. Ses yeux, presque trop grands, sous une chevelure noire ébouriffée. Ses traits martelés à même l'os, couleur d'or sombre, accréditaient la thèse des origines méditerranéennes des Orsini. C'est le caveau de ma famille. Virgilio est là, maintenant. C'est votre frère? Arrête de me vouvoyer, ça m'énerve. Oui, c'est mon frère. Virgilio était très intelligent. Je n'ai même jamais rencontré quelqu'un d'aussi intelligent. Mon père est mort à la guerre, lui aussi. Foutue guerre, maugréa Viola. Tu en penses quoi? De la guerre? Oui. Moi, je crois que l'entrée des États-Unis va changer la donne et que Caporetto n'était qu'un revers passager, davantage dû à l'impréparation de Cardona et aux circonstances météorologiques. Mais je me méfie des promesses qui nous ont fait rejoindre la Triple Entente. Je veux dire, c'est bien gentil que les Français nous promettent les terres irrédentes, mais tu ne crois pas que Wilson aura son mot à dire? Ça risque de mal finir, non? Oui. Oui. Je sais pas trop. N'y connais rien. Tu attends quoi? La visite du Saint-Esprit? Comment tu sais tout ça? Demandai-je, un peu vexée. Comme tout le monde, je lis les journaux. Je n'ai pas le droit. Ma mère dit que ça brouille le teint d'une jeune fille. Mais quand mon père jette son Corriere della Sera, le jardinier me le redonne avant de le brûler, en échange de quelques lire. Tu as de l'argent? Je le vole à mes parents. C'est pour leur bien, pour qu'ils n'aient pas une fille ignare. Ça t'intéresse que je te prête des livres? Des livres sur quoi? Qu'est-ce que tu connais bien? La sculpture? Alors surtout, sauf la sculpture. Encore que... Quelles sont les dates de naissance et de mort de Michelangelo Buonarroti? 1475, 1564. Tu n'y connais rien en sculpture. En fait, tu ne sais rien de rien. Je vais t'aider. Pour moi, c'est facile. Si je vois ou si j'entends quelque chose, je le retiens. J'appuyais sur mes yeux. Tout allait trop vite. Viola, au fond, était futuriste. Lui parler, c'était rouler à tombeau ouvert sur une route de montagne. J'en revins toujours épuisé, terrifié, exalté, ou un mélange des trois. Nos souffles se condensaient en boules blanches dans l'air froid de la nuit. Viola lissa sa robe. Ta mère, reprit Viola, elle est où? Loin. Elle sent quoi? Hein? Une mère, ça sent toujours quelque chose. Elle sent quoi, la tienne? Rien. Enfin, si, le pain et la vanille de quand elle fait les canestrelli. Et aussi l'eau de rose que mon père lui avait offerte pour son anniversaire. Et un peu la sueur. Et la tienne. Elle sent quoi? Le chagrin. Bon, il faut que je rentre. Déjà? Si je ne suis pas à l'heure pour la messe de minuit, ça va barder. Quelle messe de minuit? La messe de Noël, idiot. Mon deuxième Noël loin de ma famille. Cette fois, j'avais jugé bon de l'oublier complètement. Qu'est-ce que tu as demandé comme cadeau? Voulut savoir Viola. Je dus improviser. Un couteau avec un manche en corne. Et une automobile miniature. Et toi? Un livre sur Fra Angelico, que je n'aurai pas. On va m'offrir des vêtements, comme si je n'en avais pas assez. Tu aimes Fra Angelico? Je l'adore. Tu ne sais pas qui c'est, n'est-ce pas? Non. Tu me raccompagnes jusqu'à la route? Elle me tendit la main et je la pris. Comme ça, franchissant d'un seul pas d'insondables abîmes de convention, d'empêchement de classe. Viola me tendit la main et je la pris. Un exploit dont personne ne parla jamais. Une révolution muette. Viola me tendit la main et je la pris. C'est à cet instant précis que je devins sculpteur. Je n'eus pas conscience du changement, bien sûr. Mais c'est à ce moment de nos paumes alliées dans cette cabale de sous-bois et de chouettes que me vint l'intuition qu'il y avait quelque chose à sculpter. C'est un extrait qui est plus long. Ça va? Ouais. On va reprendre tout doucement. Je crois que c'est mon conseil pour cet extrait. Comme c'est un peu plus d'endurance, comme il est un peu plus long, c'est vraiment de ne pas cavaler dedans. De prendre le temps, de respirer, prendre le temps d'avaler sa salive s'il y a besoin, tout ça, quoi. Le point, dans ce cas-là, le point dans la phrase, c'est ton meilleur ami. Le but, c'est d'aller de la majuscule début de phrase au point, fin de phrase. Et au point, c'est vraiment pause. Ouais, là, de toute façon, tout ce que tu as noté, ça tombe sur les Ça tombe sur des points.
Et c'est que, enfin, la description c'est en une phrase, donc. Ouais, c'est ça. Mais bien s'appuyer sur cette chose-là, le point. Et si tout d'un coup dans la phrase vous êtes un petit peu perdu dans le sens, vous savez plus trop bien ce que ça veut dire, ça arrive tout le temps quand on le lit à voix haute. Là c'est pareil, on s'arrête et on va reprendre et on cherche le verbe. Et en fait le verbe dans la phrase en français il est vraiment genre le pilier central, il est porteur de l'action, c'est lui qui donne le sens. Donc ça c'est pareil, vous pouvez aussi parfois on repère les verbes dans les phrases avant de se lancer dans une lecture. Mais ça, vous voyez, la marquise me fixa, abasourdie par ma présence, par cet être couvert de ciment, de sueur et de chaud qui entachait sa demeure. 2 verbes qui donnent 2 images. Donc, vos meilleurs amis dans une lecture à voix haute, ce sont les points et les verbes. D'accord. Ok. Voilà, un bon conseil. Super. Alors, notre dernier extrait, la page d'après, 99. Donc entre les deux, elle a dit qu'elle lui enverrait un livre, ce qu'elle a fait, et qu'elle lui donnerait des nouvelles, mais il y a moins de nouvelles que ce qu'il espérait, c'est ça ? Il va attendre quelques mois, je crois, avant d'avoir des nouvelles. Oui, c'est ça. Ouais. Presque un mois, parce que là, c'était la messe de Noël, et ensuite, c'est en février. Mais entre-temps, la fenêtre de Viola restait désespérément muette. C'est quoi le code qui se sont... Tu peux nous les... Tu t'en souviens ? Donc elle lui avait dit qu'elle allumerait une lampe qui, je pense, fait une certaine couleur. Je ne sais plus si c'était orange, rouge. Et donc quand cette lampe était allumée, ça veut dire qu'il se donnait rendez-vous plus tard dans la soirée. Ouais. Et aussi elle l'avait dit pour quand elle mettrait le livre caché dans la fontaine. Dans une souche. Dans une souche. Ouais. Donc il y avait une souche et donc elle cachait le livre dans cette souche et donc pour lui dire que le livre était là-bas, elle mettait le signal à la fenêtre parce qu'elle a juste mis le signal pour dire qu'il y avait le livre et après plus de nouvelles jusqu'en février. C'est ça. Et là il a reçu un signal. Par chance, un vent d'ouest emporta les nuages. À 11h, en pleine nuit, je me présentai à la grille du cimetière. Viola arriva 5 minutes plus tard, débouchant de la forêt du même endroit que la fois précédente. Elle m'adressa un simple signe de tête, comme si nous nous étions vus 1 heure plus tôt, et me dépassa. Je la suivis entre les tombes, jusqu'à un banc où elle s'assit. « Quand Fra Angelico est-il mort ?» demanda-t-elle. 18 février 1455. Où ? Rome. Véritable nom ? Guido di Pietro. Elle me sourit enfin. Le cimetière, avec elle, paraissait un peu moins menaçant, même si je sursautais à la moindre brindille qui craquait. Tu as lu le livre, c'est bien. Tu es déjà un peu moins bête. J'ai cru qu'on ne se reverrait pas. J'ai guetté ta fenêtre pendant des semaines. Pas de lumière rouge. Ah, oui, j'étais très en colère contre toi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle tourna vers moi un visage étonné. Tu ne sais vraiment pas ? Bah non. Tu commences presque toutes tes phrases par ben ou c'est disgracieux. C'est pour ça que tu m'en veux ? Non. La dernière fois, quand nous nous sommes quittés au carrefour, tu te souviens ? Tu es parti sans te retourner. Voilà pourquoi je t'en veux. Comment ça ? Elle soupira. Quand tu dis au revoir à quelqu'un que tu aimes, tu fais quelques pas, puis tu te retournes pour la voir une dernière fois, peut-être même faire un petit signe de la main. Moi, je me suis retournée. Toi, tu as continué à marcher comme si tu m'avais déjà oublié. J'ai donc décidé que nous ne nous reverrions jamais. Puis, j'ai réfléchi, et je me suis dit que c'était sans doute parce que tu étais un rustre et un ignare. J'acquiesçai vigoureusement. Oui, c'est pour ça. Merci d'être venu. Et merci pour le livre. Je me retournerai. Maintenant,
je te jure. Pour le livre, tu n'auras qu'à le remettre dans la souche et je t'en donnerai un autre. Je l'ai pris dans la bibliothèque, mais je ne peux pas en escamoter plus d'un à la fois, déjà que je n'ai pas le droit d'y entrer. Ma mère dit que je perds mon temps à lire des âneries sur des gens morts. En parlant de gens morts, on y va? Où ça? Écoutez, les morts, idiot, qu'est-ce que tu crois qu'on fait ici? Ok, super, merci. Comment c'était? Ouais, c'était très bien, c'était cool. Ouais. C'est passé assez vite en fait. Ça vous donne envie de lire la suite? Ouais, bah moi, du coup là j'ai découvert toute la partie qu'on a lue. Ouais. Et bah ouais, carrément. Enfin, j'ai bien envie de voir comment ça évolue leur histoire. Tu penses qu'il va se passer quoi? Une histoire d'amour. Après, on verra comment ça évolue. Et vous allez continuer la lecture toutes les deux ensemble le temps que vous êtes ici à l'hôpital ou vous allez lire chacune de votre côté? Bah, comme il y en a une qui part demain, je pense que Ouais. on va lire chacune de notre côté. Mais ouais, mais enfin, c'est intéressant comme expérience parce que c'est vrai qu'on lit pas de livres ensemble. Ouais. Et vous pensez que c'est quelque chose que vous referez à la suite, lire à voix haute avec quelqu'un? Bah, je sais pas vraiment, mais peut-être que je pourrais proposer à mes amis. Mais c'est pas du coup quelque chose qu'on fait d'habitude. Ouais. Après, ça peut être intéressant du coup de commencer avec un groupe d'amis. Mais on verra. Mais pourquoi pas? Ouais. Et toi? Bah, moi j'avais déjà fait un style de lecture partagée, bah, pas à voix haute, mais avec une amie on lisait le même livre et donc après chaque chapitre on s'est envoyé une vidéo pour dire un peu ce qu'on avait pensé. Mais après moi je le lisais en anglais, elle le lisait en français. C'est trop bien ça. Mais je pense que oui, par la suite j'aimerais bien, je pense, proposer de partager. J'aime bien souvent partager les lectures avec les autres personnes, savoir ce qu'ils lisent, ce qu'ils aiment bien lire, pas aussi pour un peu comparer les goûts ou même proposer des livres. Des découvertes. Ouais, des découvertes. Donc je pense que oui, par la suite, mettre un petit Ouais. moment de lecture entre amis, ça peut être amusant. Trop bien. C'est toujours assez riche de pouvoir, et puis hors du cadre scolaire, parce que des fois quand on a vos âges, la lecture partagée, ou en tout cas à voix haute, on a l'impression que c'est un exercice scolaire, mais en fait, c'est une richesse de pouvoir lire et une chance de pouvoir lire des livres. Et ça permet aussi d'aller vers des livres vers lesquels on n'irait pas spontanément, ou alors, comme tu dis, de partager un livre qu'on a trop aimé, qu'on a envie de faire lire, faire découvrir à d'autres, lancer la lecture à voix haute. Moi, je sais que dans ma vie privée, je le fais, je l'ai déjà fait avec d'autres personnes, amis, famille, partager des choses. Mais tu vois, tu dis que c'est scolaire, mais moi je trouve justement c'est pas assez. Enfin, dans les collèges ou même les lycées, je pense. Enfin, et on fait pas tellement de lecture à voix haute, il n'y a pas vraiment de rassemblement autour des livres. Enfin, on lit des livres en français pendant les vacances, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à se motiver à lire des livres et ce genre d'exercice et tout, de lire un livre ensemble, je pense que ça les motiverait pas mal à lire à lire déjà ce livre et pourquoi pas d'autres. Ouais. Bah oui, on pense toujours la lecture comme enfin souvent en tout cas comme une expérience personnelle, intime ou qui demande un effort. Ça existe et puis c'est très riche aussi de le faire pour soi et avec soi, mais avec d'autres, ça ouvre des portes et des fenêtres. Et est-ce que vous voulez dire quelque chose, partager quelque chose encore? Je conseillerais à tout le monde de faire l'expérience une fois de partager une lecture à voix haute. Je le conseille fortement parce que ça réveille l'esprit, ça permet de mieux comprendre aussi le livre parce que lire à voix haute, on assimile un peu plus. Puis après, on peut partager avec tout le monde autour et donc un peu avoir l'avis de chacun. Et si on a des petites questions, on peut s'expliquer entre nous. Donc c'est vrai, c'est une bonne expérience à faire. Merci beaucoup. Donc merci de nous avoir permis de la faire. Avec grand plaisir.
L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels du service de médecine de l'adolescent à l'hôpital Bicêtre de l'AP-HP situé au Kremlin-Bicêtre, accompagné par Margot Madec, Emmanuel Doge et Linda Zora. Voix du générique, Solal Bigel-Ogre, finaliste 2023 du concours Si on lisait à voix haute. Prise de son et montage, Benoît Artaud.